Alors, vous l'avez vu, je sais qu'on était à Québec et que c'est une histoire qui s'est passée à Montréal, mais comme ça implique quand même la langue française, qui est la langue qu'on a tous en commun à travers cette belle province, c'est important d'en parler. Alors, cet incident dont je parle s'est produit à Montréal. À la réouverture d'un magasin Adidas sur la rue Sainte-Catherine, le gérant a fait toute sa conférence de presse en anglais, sauf à un moment donné où il a dit je vais dire un mot en français pour accommoder la ville et pour accommoder les médias francophones. Ça a soulevé un tollé, ça s'est même rendu jusqu'à l'Assemblée nationale ici à Québec. Le premier ministre y a fait référence, l'opposition bien sûr aussi, et ça a pris 3 jours. Écoute, il a même fallu que Marie Montpetit, qui est la ministre de la Culture, écrivent à la direction d'Adidas en disant écoutez, comment ce silence inacceptable, comment ça se fait que vous ne réagissez pas? Finalement, 3 jours plus tard, Adidas a réagi en s'excusant plus ou moins un petit peu du bout des lèvres. Marie Montpetit, ministre donc responsable de la langue française, n'est pas particulièrement contente de la réaction d'Adidas. On va parler de tout ça avec Richard Thibault. Richard Thibault, qui est président de RTCOM et qui est spécialiste donc des relations publiques, de la gestion de crise. On va voir quelle note il donne à Adidas. Bonjour, Monsieur Thibault. Bonjour, Sophie. Vous allez bien ce matin? Très bien. L'élève Adidas mérite combien? Quelle note sur 20? L'élève Adidas mérite l'opprobre comme il se l'est attiré d'ailleurs. Alors donc c'est sûr que et je pense que le fait que ça a tellement choqué, c'est qu'on a eu un peu l'impression que il nous disait quelque chose quelque part. Écoutez, je m'excuse vraiment là, mais pour les indigènes du coin, je vais devoir leur parler dans leur langue, puis on reviendra aux choses sérieuses par la suite. Alors je dis pas que c'est ça qu'il a voulu faire, mais ce qui nous a tous laissé un goût très amer dans la bouche, c'est ce genre de commentaires-là. Vous avez tout à fait raison. Bon, est-ce que cette histoire-là a été trop montée en épingle par les médias? Il faut rappeler ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait plusieurs médias donc qui étaient présents à la réouverture de la boutique. Puis c'est un collègue à moi du Journal de Québec, Philippe Orphalie, qui a tweeté l'information, et à partir de son tweet, là, ça a été vraiment la flambée, et tous les autres médias ont repris ça, et ça a fait vraiment boule de neige. Est-ce que, selon vous, d'un point de vue de relations publiques, est-ce que on a trop monté ça en épingle? Est-ce que c'est finalement anecdotique, comme l'écrivait François Cardinal dans la presse en fin de semaine? Ouais, vous avez raison. D'abord, premièrement, je le précise, c'est surtout mon chapeau de gestionnaire de crise que j'ai l'intention de porter avec vous ce matin. Oui, tout à fait. On a dit beaucoup de choses, hein. On a beaucoup parlé des jeunes pour qui la langue c'est moins important peut-être que leurs aînés, tout le reste. Bon, je suis pas sociologue, je veux pas entrer vraiment dans ce genre de débat-là. Je veux vraiment essayer d'analyser cette situation sous l'angle de la gestion de crise, si vous me permettez. Et je vous dirais d'entrée de jeu qu'il y a 3 éléments que j'aimerais aborder avec vous. Le premier, allez-y, c'est celui du porte-parole. On se dit souvent, et on a déjà eu le plaisir d'échanger, vous et moi, sur d'autres sujets, et rappelez-vous qu'on se disait que la crise la mieux gérée, c'est celle qu'on peut éviter. Et pour être capable de l'éviter, il faut être capable d'anticiper ses risques, et il faut être capable de se donner un plan de match pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Puis si malgré toutes nos précautions, la crise quand même, la situation dégénère en crise, faut se donner un plan de match pour y faire face. Alors dans le cas d'Adidas, je pense que le premier problème, c'est que d'abord, premièrement, on avait mésestimé l'importance du rôle de porte-parole. Je vais vous dire, Sophie, en confidence, que j'ai formé plusieurs dizaines, pour pas dire des centaines de porte-parole d'organisations avec lesquelles j'ai fait affaire au cours de ma carrière. Et je leur dis toujours que le porte-parole, le choix du porte-parole, c'est une décision qui est extrêmement importante pour l'entreprise. Parce que souvent, on a un peu l'impression que être porte-parole d'une organisation, c'est une espèce de nomination honorifique. Hein? Alors, on est porte-parole, puis on va se faire voir dans les médias, puis bon, on se flatte la bedaine, puis on se pète les bretelles, et on est très heureux de ça, mais il y a un mandat, il y a un rôle qui est relié à ça. Ben oui, on porte la parole. Voilà, il est là, lui, le porte-parole, pour être capable de faire valoir la position de l'organisation. Alors, ça prend quelqu'un qui est structuré,
structuré dans sa tête, quelqu'un qui est capable de, de résister à la pression, quelqu'un qui possède assez de sang-froid, de jugement pour être capable d'éviter les pièges. D'ailleurs, je le dis souvent, on ne s'improvise pas porte-parole, il faut apprendre à le devenir. Et d'autre part, on l'a réalisé cette fois-ci, c'est pas toujours le plus haut officier de l'organisation qui est le meilleur choix, parce que là, on voit c'est le gérant du commerce, la boutique, au moins de la succursale, qui s'est planté. Et là, on fait quoi? Ben là, on est obligé d'aller plus haut. Alors, on est obligé d'aller à la maison mère, qui est probablement à Toronto, qui, elle, relève d'une entreprise qui est basée en Allemagne. Alors donc, on voit très bien là où ça s'en va. Et le problème, c'est que très souvent, dans ces grosses organisations-là, les mécanismes de référence pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire en situation de crise sont tellement lourds, sont tellement compliqués, ça prend tellement de temps que finalement, quand on réagit, il est trop tard. Ouais. On a eu un bel exemple. On a eu un bel exemple. Puis vous avez tout à fait raison de dire, bon, la meilleure façon de gérer une crise, c'est de pas avoir de crise. Donc, c'est peut-être aussi de faire en sorte que quand on est dans une province francophone, quand on est dans une ville francophone et qu'on est soi-même francophone, on ne devrait pas traiter le français comme un mal nécessaire, comme un caillou dans notre soulier dont on souhaite se débarrasser au plus vite. Et donc c'est ça, c'est cette attitude-là qui est reprochée à Adidas. Alors, comment expliquer que, alors que, écoute, ça se rend quand même jusqu'à l'Assemblée nationale, Philippe Couillard fait une déclaration là-dessus, comment expliquer qu'une grosse compagnie comme Adidas mette 3 jours à répondre? Il me semble que voilà. Alors, donc, règle numéro 1, c'est tu réagis le plus vite possible. Voilà. Alors donc, la règle numéro 1, c'est d'être proactif, d'être rapidement sur la rondelle, d'être transparent aussi, et d'autre part, de s'occuper des victimes. Et dans ce cas-là, la victime, c'était quoi? C'était la langue française, c'était nous tous qui se retrouvions un peu blessés, mais enfin, je dis nous tous. Faut quand même se faire un aveu entre nous, Sophie, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve cette histoire-là blessante pour le francophone que je suis. Je dois toutefois vous dire que, bon, je me débrouille quand même très bien en anglais aussi, et il m'est arrivé un nombre incalculable de fois d'arriver à des réunions de stratégie quand on arrive dans les comités de gestion de ces organisations-là, et parce qu'il y en a un ou deux qui ne parlent pas français, même s'il y en a 15 autour de la table, la réunion va se dérouler en anglais. Et qu'on le veuille ou pas, puis qu'on trouve ça triste ou pas, c'est une réalité, ça, ce genre de choses-là. Et le problème, c'est quand on arrive publiquement et qu'on est un peu, englué dans cette façon-là de faire, ben vous comprenez que d'être obligé de parler français, alors que toute l'organisation a monté son point de presse, a discuté des tenants et aboutissants de ça, a convenu de ce qu'on était pour dire, et a fait tous ces travaux-là en anglais, ben quand on arrive à l'événement, ben on a plutôt tendance à parler anglais que français, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, puis je suis le premier à le réprouver, mais que voulez-vous, c'est malheureusement quelque chose qu'on voit trop souvent. Et vous dites que ça a été long avant qu'ils réagissent, vous avez raison. 3 jours. Ces grosses organisations-là, Sophie, ont malheureusement, comment vous dire, donc, le défaut de leur qualité, c'est-à-dire que ce sont des géants qui génèrent beaucoup de sous, qui engagent beaucoup de monde, mais en même temps, je veux dire, on voit souvent une administration qui se fait en silo. Les départements ne se parlent pas entre eux. D'ailleurs, faut pas aller bien loin, hein. Rappelez-vous la fameuse tempête de neige sur l'autoroute 13, hein, où finalement on a réalisé qu'on avait un plan de gestion de crise qui tenait sur 350 pages et qui faisait en sorte que personne ne parlait à personne et que tout le monde était convaincu que l'autre avait fait l'ouvrage. Alors quand ça prend du temps puis que les décisions se prennent pas, ben c'est souvent ça qui est en cause. Oui. Donc, normalement, oui, mais en même temps, ça, c'était dans le gouvernement, puis on est habitué à ce que le gouvernement soit un peu dinosaure, puis que, bon, c'est méchant à dire, là, mais je vais le dire, mais des fonctionnaires qui se parlent pas ou des fonctionnaires qui sont un peu lents sur le piton, c'est pas vraiment une surprise. Dans l'entreprise privée, normalement, on est habitué à ce que, justement, leur image est tellement importante qu'ils réagissent vite. Est-ce que on peut considérer, dans un cas comme celui-là, que la marque Adidas ou la réputation Adidas a été égratignée par cet événement-là? Pas juste l'événement, mais leur manque de réaction, leur manque d'empathie.
je vais répondre à votre question, mais avant, permettez-moi de diverger d'opinion légèrement avec vous. C'est pas parce que c'est une entreprise privée que les décisions se prennent plus rapidement et que c'est plus efficace en termes de communication entre les silos. Croyez-moi, plus c'est gros, ces organisations-là, et plus c'est long avant qu'on soit capable de se revirer de bord, comme on dit par chez nous. Alors donc, je veux dire, c'est malheureux, mais c'est ça. Bon, cela dit, l'objectif de la gestion de crise, ce sera quoi? Ce sera d'en sortir le plus rapidement possible avec le moins de dommages possible. Et à tort ou à raison, encore là, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou s'en désoler, mais je vous cite, vous me parliez de votre collègue du Journal de Québec qui a sorti la nouvelle, dans le Journal de Québec également, le 25 novembre, donc ma foi, il y a quand même pas si longtemps, on a un article qui dit « Foule monstre chez Adidas, malgré la controverse », et on a vu des images à la télévision, il y avait des queues à pu finir. Alors, comprenez que finalement, pour l'organisation, la crise, ça n'a pas eu d'impact, ça n'a pas eu de dommages. Son image, vraiment, n'a pas été si ternie que ça, parce que si la population avait réagi comme on le présuppose, il n'y aurait pas eu personne dans le magasin. Vous savez, il faut s'interroger sur ces campagnes de boycottage, là, finalement, qui sont généralement assez inefficaces. Oui, bien sûr, quand on parle de fonds, c'est important. Une compagnie pharmaceutique qui fabrique des médicaments avec lesquels on peut s'empoisonner, on voit très bien qu'on n'achètera plus. Mais là, au fond, c'est une question de faute impardonnable du gérant, mais ça change rien sur la qualité du produit qu'ils avaient et la population était quand même au rendez-vous. Oui. Par contre, ce qui est assez particulier, c'est que dans les jours qui ont suivi, il y a quelqu'un de la SSJB, donc de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui est allé faire un tour sur Sainte-Catherine et qui est rentré dans différents commerces. Et quand il est rentré dans le commerce Adidas, il s'est fait accueillir en anglais, puis on donnait des cafés gratuits aux clients, et il s'est fait offrir un café en anglais seulement et tout. Donc, je pense que c'est au-delà de simplement l'anecdote du gérant qui dit faut parler français là comme si c'était un caillou dans le soulier, dans le running shoe. Mais il semble-t-il que c'est vraiment une entreprise qui, de façon générale, est pas trop consciente qu'au Québec, à Montréal, c'est une ville francophone et que, c'est sûr, il y a une minorité anglaise, mais... Cela dit, Sophie, on peut s'en désoler, je suis d'accord avec vous, mais pour l'entreprise, dans le fond, la crise... On en a disposé assez rapidement. La crise, elle est où exactement? Est-ce que la crise, c'est une crise de société québécoise? Est-ce que c'est une crise de nos lois qui ne font pas ce qu'elles devraient faire? Est-ce que c'est une crise de nos politiciens qui ne veulent pas corriger vraiment la situation? En fait, la crise, elle est où? Est-ce qu'elle est vraiment chez Adidas ou si elle est ailleurs? Oui, non, c'est ça. Alors, je vous laisse sur cette question, parce que je veux dire, dans le fond, oui, effectivement, si, l'événement, moi, je pense que ça va plus loin que l'anecdote, je suis d'accord absolument avec vous là-dessus. Je pense que c'est une façon de faire. Par contre, on le réalise, vous et moi, ça n'a pas eu absolument aucun impact, ni sur l'image, ni sur les ventes, ni sur la présence de l'entreprise dans le marché montréalais. Et la crise s'est gérée assez rapidement. Maintenant, c'est une situation que l'on remarque de plus en plus. Moi, je trouve ça hautement discutable, mais que voulez-vous, c'est un fait avec lequel on doit composer. Comme je vous dis, est-ce que dans le fond, à partir du moment où on s'est dit cette situation-là est inacceptable pour notre société, de quelle façon est-ce qu'on encadre cette façon de faire pour être capable de s'assurer que ça ne se reproduise plus? Je pense que la vraie question, elle est là. Elle est là. Oui, c'est ça. Comment on fait en sorte que ça ne se reproduise plus? Écoutez, c'est toujours intéressant de vous parler. Merci. Le plaisir est pour moi, Sophie. Donc, dans certains commerces, on se fait accueillir par un bonjour, hi. Alors moi, je vais vous dire au revoir, bye bye. Mais cela dit, vous avez tout à fait raison. Et je dois vous dire que j'ai bien aimé dans votre introduction quand vous avez précisé que c'est un phénomène qu'on voyait davantage à Montréal qu'ailleurs au Québec. Oui, c'est ça. Je pense pas qu'à Limoilou, il y a grand monde qui honnêtement, là, quand on sert de déjeuner ce matin, on se fait pas accueillir avec un welcome. Non, c'est ça.
Il y a du Bonjour Hi, on n'en a pas beaucoup. Quoique peut-être dans les magasins plus dirigés pour les touristes, hein. Je pense que, ouais. Écoutez, peut-être là-dessus, il y a puis là, on en parle encore un peu, mais peut-être là-dessus, on peut se référer à une étude qui a été faite, un sondage qui a été fait récemment, et justement qui nous révélait que les Américains levaient le nez sur une visite à Québec parce qu'ils avaient peur qu'on les comprenne pas dans leur langue, qu'on soit pas capable de les diriger, de les orienter. Alors ils préféraient aller à Montréal plutôt qu'à Québec. Ouais, mais ça c'est un peu triste parce que les Américains sont pas hyper reconnus pour leur volonté ou leur capacité à apprendre des langues étrangères ou à se débrouiller. Je veux dire, ils iront pas à Madrid parce qu'ils ont peur de pas être capables de dire un mot en espagnol ou de pas être capables d'être servis dans leur langue. Tu sais, c'est les mêmes Américains qui s'en vont dans le fin fond du Cambodge puis veulent manger un hamburger, des frites puis boire un coke, là. C'est pour ça que McDonald's est partout, d'ailleurs. Ben, exactement, pour qu'ils puissent retrouver exactement la même affaire. Puis là, ils sont sûrs d'être servis en anglais dans un McDo. Mais remarquez que ces Américains-là sont quand même les premiers à aller visiter Paris pour son style et pour ce que Paris a à nous offrir et pour sa culture et pour tout le reste. Alors bon. Mais à Paris, ils sont toujours accueillis très bien en anglais. You come from the beautiful United States. Je reconnais l'accent du coin, madame. Ouais, c'est ça. Bon, Richard, c'est toujours un plaisir de vous parler. Richard Thibault, donc président de RT Com.